Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Scott Ritter, bienvenue mon cher ami. Encore une fois, comme toujours, merci pour l'accompagnement de mon calendrier. Avant que nous arrivions à votre pièce, très intrigant, si nous étions en train de parler, si nous étions en train de penser à la guerre froide. Il n'y a qu'une ou deux questions à suivre sur ce que nous avons discuté vendredi. La CIA, le MI6 et le Mossad ont mis fin à l'effort de créer un coup d'État de 1953 en Iran. Est-ce que l'intelligence iranienne les a-t-elle écrasés ou les deux? Je pense que c'est une combinaison des deux. Les Iraniens savent depuis un certain temps que les services de renseignement hostiles, ils ont cherché à exploiter les fractures qui existent dans la société iranienne, principalement les fractures ethniques. Vous savez, vous avez les Aryens au nord, vous avez les Kurdes, vous avez les Arabes, vous avez le Baluch, vous avez aussi les idéologues, les mecs, les monarches, et il y a des fractures significatives à l'intérieur de l'Iran. Vous savez que la révolution islamique a combattu contre Moitu. Il s'est battu pour surmonter depuis 1979. Et les services de renseignement sont conscients de ces fractures et ils cherchent à les exploiter. Jusqu'aux événements les plus récents, l'effort le plus dangereux a eu lieu en été de 2023. Je me souviens de parler au président Raisi en septembre 2023 où il a dit que, vous savez, la lutte que l'Iran a traversée a été la lutte la plus dangereuse depuis la Révolution. Que, vous savez, les services de renseignement, vous le savez, avaient fait des entrées profondes. Et avaient créé, vous le savez, un environnement où les gens interrogeaient la légitimité de la théocratie. Mais vous savez, la lutte a effectivement permis aux Iraniens de s'unir. Je pense que la majorité des Iraniens reconnaît que l'Iran est mieux loin avec, vous le savez, un gouvernement de sa propre création. Quoi qu'il en soit imperfect, c'est qu'ils sont en train d'avoir des entités étrangères imposer un gouvernement sur eux. Et les Résis ont dit que l'Iran était plus fort. Le président iranien actuel, Pazishkin, j'ai rencontré en septembre dernier, et il a dit la même chose. Les Iraniens savaient que c'était là. Ces services de renseignement ont été très réussis au fil des ans dans le recrutement de personnes et les avoir profondément dans le lit à l'intérieur de l'Iran. Nous avons vu qu'avec toute opération de drones qui s'est déroulée pendant la guerre de 12 août, là, soudain, des usines de drones secrètes s'émergèrent de nulle part et ces voitures se dirigeaient autour du lancement de drones. C'est ce qui s'est passé sous le nez du gouvernement iranien. Maintenant, le gouvernement iranien a pu déployer ce réseau. Mais l'impact était, et vous le savez, l'ancien directeur du Mossad, Cohen, a indiqué, il a dit que nous avons plus à notre tête. Les services de renseignement étrangers internationaux ont orchestré une crise monétaire. Une rupture de la confiance dans la crise iranienne qui a conduit à des manifestations légitimes dans les rues. Et pendant 2 jours, les Iraniens sont allés dans la rue en paix et le gouvernement iranien les a laissés démontrer. Et puis le 3e jour, ces cellules ont été activées. C'est là que la violence a commencé. L'idée était de générer tellement de violence qu'ils ont volé ce que le régime serait contraint de répondre. Et puis, les orchestras pourraient être en mesure de l'enlever. Et en même temps, il y aurait des attaques aériennes qui supprimeraient la capacité du gouvernement à réagir. Et cela permettrait qu'une révolution se produise. Ils sont presque arrivés à ce point. Le problème a été que le gouvernement iranien l'avait jeté dans la boîte plutôt qu'il ne l'était supposé en raison d'une intelligence efficace. Le Mossad et le MI6 et la CIA ont largement utilisé Starlink comme mécanisme de communication, parce que c'est en dehors de l'infrastructure Internet iranienne. Les Iraniens ont mis en place un commutateur de meurtre, et ont eu un commutateur de meurtre pendant un certain temps sur leur Internet, où ils pourraient le fermer pour lutter contre la capacité de ces entités soutenues à l'étranger à communiquer à l'intérieur. Et donc pour surmonter que c'est quelque chose qui s'est passé en été de 2023, c'est que les Iraniens étaient très efficaces dans la fermeture de ces cellules parce qu'ils pouvaient contrôler la connectivité Internet à l'intérieur de l'Iran. Donc Starlink était censé résoudre ce problème. Le problème était que ces mêmes services de renseignement ont utilisé Starlink extensivement en Ukraine, l'utilisent pour guider les drones, l'utilisent pour communiquer, pour créer des communications sur les lignes frontales. Lorsque les Ukrainiens se rendirent à Koursk en août 2024, la connectivité qu'ils avaient, la connectivité en temps réel, était entièrement alimentée par Starlink. Je me souviens de parler à Adinov à ce sujet, et les Russes ont appris que Starlink était un problème.
Ainsi, les Russes ont développé deux capacités uniques. L'un est de suivre Starlink à sa source et à sa destination, ce qui signifie que si vous utilisez Starlink, les Russes sont en mesure de dire ce que la connectivité point à point est et où elle est géographique. Et puis la seconde chose est de la fermer. Ils ont un changement de mort. C'est ainsi qu'ils jettent des drones, parce que ces drones utilisent Starlink, et les Russes le tuent. Ils ont fourni cette technologie aux Iraniens, et les Iraniens l'ont utilisée pour un bon effet. Ils ont été en mesure de surveiller en temps réel les communications reçues par ces agents du Mossad Missieya de leurs contrôleurs à l'étranger. Non seulement ils avaient fait connaître les commandes qui étaient données, mais qui recevaient les commandes et où elles étaient situées. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont entrés, et ils les ont tournés, et ils l'ont fermé. Et maintenant, le Mossad, le MI6 et la CIA, ils ne peuvent parler à personne. C'est pour cela que vous avez vu cette énorme chose. Pourquoi les Iraniens s'arrêtent-ils s'ils disent qu'ils ne tuent pas ces gens? Pourquoi ils gardent l'Internet fermé? Eh bien, ils gardent l'Internet fermé parce qu'ils ne veulent pas que la CIA, le Mossad, tout le monde communique avec ce qui reste. Ils cherchent à obtenir ce qui reste. Et très efficace. Dernier désespoir de gaz, les Israéliens ont envoyé de grands paquets de mise à jour Starlink parce qu'ils pensaient peut être qu'il y avait un glitch. Envoyez donc de nouveaux modules Starlink. Et les Iraniens surveillaient cela. Et ils l'éclatèrent. Et ils en capturèrent tout. Et à cause de cela, ils l'ont fermé trop tôt. Et les attaques aériennes n'ont pas eu lieu. Et donc il y avait une lacune. Et c'est pourquoi ils ont fini par ne pas lancer les attaques aériennes. Parce que les attaques aériennes n'étaient plus liées à des activités sur Terre et seraient inefficaces. Vous avez utilisé une phrase intéressante tôt dans l'explication que vous nous avez juste donnée. Un gouvernement de leur propre création, qui est évident ce qui existe. 2 semaines après qu'il a été kidnappé en utilisant une force militaire extraordinaire pour le faire, le président Nicolás Maduro de Venezuela, le président Trump a déclaré qu'il voulait les ayatollahs et la théocratie. Par quelle autorité juridique ou précédent diplomatique ou valeur morale peut un chef d'État demander et faciliter l'élimination d'un autre chef d'État lorsque le second État ne pose aucune menace à l'État de la personne qui fait la demande? Trump est-il compétent pour répondre à ces demandes? Apparemment, selon Donald Trump, parce qu'il a des convictions morales et qu'il n'utilise que ses convictions morales pour le guider, c'est tout ce qu'il a besoin. Mais vous, votre question est, quel fondement juridique? Il n'y a pas de fondement juridique. Encore une fois, je veux dire, vous savez, la Constitution beaucoup mieux que moi, mais alors je suis juste une simple Marie. Mais vous savez, la Constitution que nous avons pris un serment pour soutenir et défendre permet, lorsque les États unis entrent dans un traité qui a été signé par le président, ratifié par 2/3 du Sénat des États unis, la Charte des Nations Unies fait partie de cette catégorie. Ainsi, pour tous les Américains là-bas qui croient à la Charte, disons que cela n'a pas d'importance. Vous dites que la Constitution n'a pas d'importance. Vous le dites allemand. Et c'est ce que le président a dit, que le droit international n'a pas d'importance. Il n'est pas guidé par le droit international. Ce n'est pas seulement la Charte, c'est la Convention de Genève. C'est tout ce qui rend la société civilisée mondialement civilisée. Et le président s'est éloigné de cela. Les Iraniens ne sont pas parfaits. Vous serez les premiers à vous le dire. Je me souviens du président Pekeshkin qui disait juste que nous avons... Mais il a apporté quelque chose d'intéressant. Il a déclaré en 2023 que l'un des problèmes majeurs que nous avions était que les femmes iraniennes étaient frustrées par le fait qu'elles avaient dû porter le hijab, qu'elles se sentaient si restreintes. Aujourd'hui, en Iran, les femmes ne portent pas le hijab si elles ne veulent pas porter le hijab, point. Si vous allez au nord de Téhéran, au centre commercial, vous pensez que vous êtes à Los Angeles parce que les cheveux sont inondés, fluctuants. Les midriffs sont en train... Je veux dire, l'idée d'une femme iranienne de montrer son ventre en public n'a pas été entendue il y a même un an. Aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas totalement commun, il est là. Vous voyez la vidéo. Pourquoi? Le gouvernement iranien est démocratiquement élu. Le gouvernement qui fait référence à la volonté du peuple, quand la volonté du peuple est légalement exprimée. Et le peuple iranien a dit que nous ne voulons pas vos lois du hijab. On dit que si nous voulons porter le hijab, nous porterons le hijab. Et le gouvernement iranien a dit, nous sommes d'accord avec vous. C'est la cause et l'effet de la démocratie en action coinquée. Ce qui reste du droit international. Trump peut dire, je veux l'ayatollah, comme je voulais Maduro. Nous voyons d'autres nations qui ont précédemment occupé le règne de la loi. Nous avons maintenant des gens en Russie de note. Pas dans le gouvernement encore, mais des gens qui conseillaient le gouvernement à fermer le gouvernement
en disant que c'est le moment pour la Russie de commencer à jouer la loi de la jungle aussi, parce qu'ils pensent que les États-Unis gagnent trop d'avantages. Ils disent, peut être que c'est le moment pour la Russie, et si la Chine et la Russie déterminaient que le droit international n'a plus d'importance, nous sommes dans la jungle. Et je dois dire aux Américains, une fois de plus, juste garder à l'esprit qui a été le président. Venise, Grèce, qui s'est retiré de l'Iran, pourquoi? Parce qu'ils étaient. Et il le sait, la Russie, il s'éloigne, le président. Nous n'avons pas le tout. La force que tout le monde pense que nous avons. Nous avons une force limitée. Et le président est très bon en ce moment. Mais si nous voulons entrer dans la loi de la jungle, Sher Khan, vous savez le grand tigre? Vous devez prendre Sher Khan. Et nous ne pouvons pas prendre Sher Khan en ce moment. Voici le président Poutine qui parle remarquablement semblable à ce que vous avez juste dit jeudi dernier, janvier, 15e, sur les promesses faites et les promesses non respectées coince, couple numéro 1. Il y a 80 ans, nos pères et grands-parents, ayant gagné la Seconde Guerre mondiale, être en mesure d'unir, de trouver un équilibre d'intérêts et d'être d'accord sur les règles et les principes fondamentaux, les relations internationales, et les consacrer dans la Charte des Nations Unies, dans leur totalité, l'intégrité et l'interconnexion, les impératifs de ce document fondamental, tels que les aspects de la souveraineté, de la non-interférence dans les affaires intérieures, et de la résolution des différends par le dialogue, sont désormais en demande plus que jamais. Ce principe est consacré à l'absence de ce principe fondamental et vital. Il n'a jamais conduit et ne sera jamais. Cela a été clairement démontré par la crise autour de l'Ukraine, qui est devenue une M1, conséquence de nombreuses années d'ignorance des intérêts légitimes de la Russie et d'un chemin délibéré vers la création, menace à notre sécurité, vers l'avancement du bloc de l'OTAN, aux frontières de la Russie. Je voudrais souligner cela, contrairement aux promesses publiques qui nous ont été données. Je me souviens que la Russie a plusieurs fois mis en avant des initiatives pour construire une nouvelle architecture fiable et équitable de la sécurité européenne et mondiale. Je veux redéfinir cela, contrairement aux promesses publiques qui nous ont été données. Il est temps de réfléchir à la guerre froide ou à la mentalité de la guerre froide. Eh bien, la mentalité de la guerre froide, en premier lieu, la guerre froide a été créée sur un malentendu absolu. Vous savez, les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une certaine frustration à Potsdam sur ce que la Russie faisait en Pologne. La Russie ne faisait que ce qui était convenu en Pologne. Winston Churchill qui a créé ce problème. Vous savez, les États-Unis à la fin de la Seconde. La guerre mondiale cherchait à imposer l'hégémonie économique américaine sur le monde. Nous avions créé la Banque mondiale. Nous avions le Fonds monétaire international. Joseph Staline et la Russie s'y joignent afin que la reconstruction soviétique, qui était étendue, il y en aura, il tombe, tout sous l'ombre du plan Marshall et des choses comme le plan Marshall. Et cela donnerait aux États-Unis la possibilité de contrôler indirectement l'Union soviétique, parce que nous contrôlerions indirectement leur économie. Et Staline dit non. Ainsi, le ministère du Trésor avait envoyé une enquête à l'ambassade des États-Unis à Moscou en janvier 1946. Et en février, George Kennan a répondu avec ce célèbre 8000 mots long télégramme. Et sa réponse va au-delà de la simple question. Pourquoi les Soviets ne voulaient? Il part rejoindre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et au lieu de cela, il entre dans une exposition sur l'incompatibilité de l'Union soviétique et son mode de pensée et son approche vers l'Occident. Cela a été utilisé par l'administration de Truman pour créer la doctrine de Truman, qui était si les Soviets ne voulaient pas jouer sur notre équipe. Alors nous devons les contenir, nous devons les isoler, nous devons arrêter leur expansion, même s'il n'y avait pas d'expansion. Et puis cela a été armé dans ce qui était connu sous le nom de NSC, 68 en 1950, qui a créé le concept de la guerre froide. Nous allons maintenant utiliser la force militaire pour contenir l'Union soviétique. Et puis nous avons eu la guerre froide de 1950 à 1991. La guerre froide. Nous avions des races d'armes, nous avions des menaces de guerre nucléaire, mais nous n'avions jamais eu une guerre chaude. Nous évitons une guerre chaude. Et l'autre chose intéressante sur la guerre froide est tout le temps que nous avons eu de bonnes relations diplomatiques. Je veux juste souligner que pendant le temps de Joe Biden, nous ne parlions même pas aux Russes. Nous avons eu des relations diplomatiques. Je connaissais très bien l'ambassadeur russe, Anatoly Ursonov, et sa frustration de ne pas avoir d'interaction avec le gouvernement américain.
Avec le département d'État, qui est essentiellement assis à Washington, D.C., il était palpable. Pendant la guerre froide, nous avons toujours eu des relations diplomatiques avec les Soviets. Nous avons eu des relations économiques avec les Soviets. Nous avons eu le tourisme. Nikita Khrouchtchev a visité les États-Unis, Richard Nixon a visité l'Union soviétique. Nous avons eu des sommets où nous avons parlé les uns avec les autres. Nous sommes arrivés à des accords. Et parce que nous nous respections, nous avons conclu des accords internationaux contraignants sur le contrôle des armes. Premièrement, pour limiter le contrôle des armes, les limitations stratégiques des armes, le traité anti-missiles balistiques. Ensuite, il faudra éliminer les armes elles-mêmes. Ah, vous le savez, le traité 1F, dans lequel j'ai joué un rôle, le traité START, j'ai joué un rôle au début. Ce sont des traités qui ont été placés sur le respect mutuel. Nous avions des officiers de la zone étrangère dans les officiers des services militaires et étrangers du département d'État qui étaient de véritables experts sur l'Union soviétique, sur la Russie. Pas parce que nous les aimions, nous étions dans une guerre, mais parce que nous avions besoin de connaître toute la vérité et rien d'autre que la vérité sur ces gens que nous étions idéologiquement contre. Et donc les officiers avec lesquels j'ai travaillé, les colonnes, les lieutenants-colonnes, avec lesquels j'ai travaillé de notre côté lorsque nous faisions le traité de contrôle des armes, ce sont de véritables experts. Ils connaissaient la Russie comme si on s'en poursuit. Ils pouvaient parler la langue russe. Ils connaissaient l'histoire russe. Ils connaissaient la culture. Ils ont pu aller en Russie et vous savez s'intégrer efficacement. Ils pouvaient entendre que les Russes remettaient ce message, l'articulaient efficacement, afin que nous avions une politique saine. C'était la guerre froide. Vous comparez et contrastez avec ce que nous avons aujourd'hui, la russophobie marche rampant. On ne peut même pas étudier. Ma fille est allée à l'université de Georgetown. Elle a étudié dans le programme de l'élite de services étrangers. Elle s'est spécialisée dans la région du Caucase, vous savez, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Tchéquie, le Daghestan. Et je l'ai emmenée en Russie et je l'ai emmenée en Tchétchénie et elle a rencontré Ramzan Kadyrov. Elle a rencontré le chef de file de la République tchèque. Il avait fait des discussions avec ces gens. Elle apprend tellement. Elle tourne des musées. Elle a parlé à des anciens imams, des anciens historiens. Lorsqu'elle est rentrée à Georgetown, cette fille qui avait obtenu son diplôme de maîtrise dans les études caucasiennes a été perturbée. Ses collègues étudiants, beaucoup d'entre eux qui étaient, vous le savez, prenant des programmes liés à la façon de renverser le gouvernement en Géorgie et tout cela. Certains d'entre eux ont déclaré qu'elle devait se suicider. Ils ont demandé qu'elle soit retirée du programme et l'école l'a chastisée. C'est l'état de l'Académie américaine aujourd'hui. Il n'y a pas de désir d'avoir de véritables connaissances sur la Russie, sur quoi que ce soit, sur la Russie. Il favorise l'idéologie anti-Poutine. C'est russophobie tout au long du jeu. Au cours de la guerre froide, nous étions plus sains qu'aujourd'hui. Et le deuxième problème maintenant, c'est aussi où nous allons. Pendant la guerre froide, il s'agissait d'apprendre à coexister pacifiquement avec l'Union soviétique. C'est à ça que c'était tout. Même Ronald Reagan, le grand guerrier froid, quand il a commencé sa présidence, c'était l'empire du mal. Mais au moment où il a terminé, quand il était à l'université de Moscou et un étudiant a dit que nous sommes encore l'empire du mal, il a dit « Non, les temps ont changé. Je vous vois comme des amis, je vous vois comme des amis. » Et il en veut dire. Mais nous n'avons pas suivi. Pourquoi? Parce que la guerre froide est terminée. Et cela s'est terminé d'une manière qui nous a permis de dire que nous avons gagné, vous avez perdu. Vous savez, la mythologie que nous sommes allés dans une course d'armes, et nous avons failli l'Union soviétique, coin. Les gens qui embrassent, qui ne savent rien de la façon dont l'économie soviétique a fonctionné, de la façon dont l'industrie soviétique de la défense a fonctionné. L'Union soviétique a échoué parce que Mikhaïl Gorbatchev a mal géré sa révolution perestroïque. Et il a essentiellement brisé le système et n'a rien à remplacer. Mais nous n'avons pas trouvé une main d'aide pour dire « laissez-moi vous aider, amis. » Nous avons mis nos pieds sur leur cou et nous avons dit « Vous êtes en train de rester. » Et la décennie des années 90 était tout sur les États. Unis de garder la Russie en dessous, de garder la Russie. Essayer de briser la Russie jusqu'à mettre fin à la capacité de la Russie à se relever et à nous repousser comme ils l'ont fait pendant l'Union soviétique. C'est l'héritage de la guerre froide, une relation échouée. Et Vladimir Poutine est sorti en 2000 et a dit « Non, nous nous levons. Nous éteignons et nous serons les maires. » Il a enseigné aux Russes d'être amoureux de la Russie, d'être fiers de la Russie. Et il dit « Nous ne serons pas à genoux devant personne. Nous n'essayons pas d'être au-dessus de vous, mais nous n'irons certainement pas à genoux. » Tous les guerriers froids qui ont gagné la guerre froide pour les États unis ont regretté cela. Ils ont ressenti Vladimir Poutine et cherchent à le retirer du pouvoir depuis. Et la haine pour Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine refuse de céder, a conduit à la situation que nous sommes aujourd'hui. Nous avons une situation où le président des États unis a tenté de tuer Vladimir Poutine le 29 décembre. Nous devons revenir à la guerre froide. Pourquoi? Parce que, avant tout, nous devons apprendre à respecter de nouveau la Russie, pour ainsi de nous. Deuxièmement, en possédant une relation adversaire avec la Russie, nous serons contraints d'apprendre la réalité de la Russie, comme nous l'avons fait dans le passé, pour nous rééduquer sur la vérité sur la Russie. Et puis, une fois que nous apprenons à respecter la Russie,
Finissons la guerre froide de la bonne façon, avec deux puissances égales, des mains frappantes, du respect mutuel, de la confiance. Les États unis ne peuvent pas être confiés. Si nous pouvons réinitialiser, si nous pouvons, nous devrions rentrer dans le temps, comme dans le futur. Mais si nous pouvons atteindre le point où nous pouvons réinstaller, afin que lorsque la guerre froide 2 se termine, et ce n'est pas avec l'un de gagner, l'autre de perdre, c'est avec les deux côtés dire. Pas plus de guerre froide, soyons amis. Soyons véritablement amis et avançons ensemble. C'est pourquoi je propose une nouvelle guerre froide, parce que ce qui se passe en ce moment, nous sommes brisés. Regardez comment pouvons-nous être confiés. Notre président était en conversation avec le président russe qui était conçu pour le maintenir en place. Les Ukrainiens avaient 91 drones pour le tuer. Ce n'est pas la façon dont les États travaillent. Nous ne sommes pas sérieux sur la paix avec la Russie. Nous avons un directeur de la CIA qui est pleinement engagé dans une guerre cachée pour détruire la Russie. Nous avons un secrétaire de trésorerie dont le but numéro 1 est d'imposer des sanctions qui brisent l'économie russe. Ce n'est pas le langage de la paix, de l'amour et du bonheur. L'esprit d'Alaska semble avoir été une fraude. Et ainsi, plutôt que de jouer ces jeux dangereux, parce que, comme Vladimir Poutine a dit dans son discours, les promesses ont été faites, et les promesses n'ont pas été respectées. Beaucoup de promesses sont faites aujourd'hui, et elles ne seront pas maintenues parce que les États unis ne sont pas un partenaire fiable. Nous avons besoin d'une nouvelle guerre froide pour que nous puissions découvrir ce qui signifie traiter les Russes avec respect. Et puis, et seulement alors, nous pouvons être le partenaire fiable dont la Russie a besoin pour vivre en paix. En se penchant sur cette massive masse terrestre qui existe entre la Russie et les États unis, le Kremlin encouragera la Grèce à discuter afin de surveiller la lente désintégration de l'OTAN. Eh bien, c'est que Peskov est sorti et a dit d'une manière ou d'une autre que Trump tombe dans l'histoire. C'est une déclaration curieuse. Il ne l'a pas fait. Il a dit, cela ne veut pas dire bon ou mauvais. Cela signifie simplement que si Trump prend la Grèce, il va tomber dans l'histoire. Et l'impact est que Trump va briser tout ce qui existait auparavant en termes de relations américaines-européennes. Les Russes n'ont jamais été pour cela. Vous avez entendu Vladimir Poutine dire que nous avons essayé de nouveau un cadre de sécurité entre l'Europe et la Russie, les États unis. Un cadre de sécurité est celui qui est mis en place sur la notion que les deux parties ont des intérêts légitimes qui doivent être respectés. Les Russes vivent à la porte de l'Europe. Ils ne veulent pas déstabiliser l'Europe. Ils veulent une Europe qui a son action ensemble. Ils veulent une Europe qui est, par conséquent, une Europe prospère peut être plus facilement liée à une Russie prospère. Et encore, d'autre part, vous regardez les États unis qui utilisent l'OTAN comme une extension de la politique étrangère américaine. Et la politique étrangère américaine est singulièrement orientée à la défaite stratégique de la Russie. Et ainsi, parfois, ils disent le meilleur chemin de cela, c'est l'ennemi. Vous faites ce que vous voulez qu'ils fassent, ne prenez pas leur chemin. Et maintenant, vous savez, les Russes soins. Voir l'OTAN comme une menace existentielle et ce que Donald Trump fait pourrait conduire à la dissolution de l'OTAN et de l'élimination de cette menace existentielle sans que la Russie ait besoin de lever un doigt. Je pense donc que les Russes continueront à articuler en faveur du droit international. Car, comme Vladimir Poutine a dit, c'est ce qui rend la société civilisée. Les relations entre les États unis et l'Europe sont si ennuyeuses que la Grèce est... C'est possible. Ce n'est pas le travail de la Russie de corriger cette relation. C'est le travail de la Russie d'être prêt, d'entreprendre lorsque cette relation s'effondre et de faire ce qui est nécessaire pour assurer les intérêts de la Russie. Et ce que je pense que vous verrez, c'est qu'il y aura une course entre les États unis et la Russie pour point. Ils s'engagent dans le soutien des nations européennes à mesure que l'Union européenne s'effondre et que l'OTAN s'effondre. Voici le commentaire, en fait plutôt aujourd'hui, ce matin, à l'heure de Moscou, de Peskov. Cependant, il y a des experts internationaux qui croient que si Trump résout le problème de la Grèce, puis l'annexion, il va sans aucun doute tomber dans l'histoire, et non seulement dans l'histoire des États unis, et je répète encore une fois, sans discuter si c'est bon ou mauvais, il est difficile de ne pas être d'accord avec ces experts. C'est probablement tout ce qui peut être dit sur ce sujet. C'est comme dire si Adolf Hitler envahit la Pologne. Il va tomber dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Ce n'est ni positif ni négatif à ce stade. Apparemment, le président avait juste. Alors que vous et moi avons été à l'air, une interview téléphonique avec NBC News, qu'il dit qu'il va. Les pays européens ont des tarifs frais si l'accord de Grèce n'est pas atteint. Lorsqu'il a été interrogé par la NBC s'il prendrait la Grèce par force, il a répondu « Aucun commentaire ». Oui, non, c'est un accord fait. Il va arriver. Et les ramifications de cela, je veux dire. Vous savez, sur les médias sociaux, je sais,
Il y a un large éventail de personnes sur les médias sociaux. Beaucoup de gens là-bas qui se considèrent comme des patriotes à la poitrine. Et je dois vous dire, honnêtement, si vous êtes un citoyen américain et que vous êtes heureux que le président prenne la Grèce, vous n'êtes pas un très bon citoyen américain. Patriotique parce que ce n'est pas sur le patriotisme. Vous savez, j'ai souvent été critiqué d'eux. Les Allemands des années 1930, j'ai l'impression qu'ils se tenaient à côté et ne faisaient rien comme Adolf Hitler est monté au pouvoir. Et Adolf Hitler, vous le savez, c'était une montée progressive au pouvoir, comme il a progressivement assumé les pouvoirs. Le président d'aujourd'hui qui sent qu'il peut occuper les villes américaines, que ces guerriers de glace sont glace. L'armée opère au-dessus de toutes les autres lois, et les voleurs jackboots peuvent, vous le savez, commettre des crimes et ne pas être détenus. Nous avons une force de police militarisée qui est, vous savez, à nouveau, ils regardent quand ils sortent sur eux. Patrouille chaque matin, c'est comme s'ils voient qu'ils patrouillent le territoire de l'ennemi. Les États d'Amérique sont, il est un territoire ennemi d'un policier américain. Nous avons un président qui dit que le droit international n'a pas d'importance. Il a envahi un pays, a kidnappé un dirigeant, il a lancé la guerre d'agression illégale contre d'autres nations, assassiné le chef d'une nation qui possède le plus d'armes nucléaires au monde. Nous avons perdu la trace de qui nous sommes et de ce que nous sommes, vous savez. Nous vivons dans un monde différent de notre. Et je sais, vous savez, il y a eu des précautions pour ne pas sortir à la recherche d'eux. Mais George Washington et la société n'avaient pas à se battre la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons aidé à vaincre le Japon impérial et l'Allemagne fasciste. Il a joué un rôle énorme dans les deux. Ainsi ont fait nos autres alliés. Mais nous étions leaders dans une coalition qui... Les États unis sont aujourd'hui plus étroitement alignés avec les actions épées. C'est l'idéologie des entités fascistes que nous avons vaincues, que la nation qui les a vaincus. Envoyez un cri « Out ». Nous sommes devenus les bons Allemands qui se sont opposés et n'ont rien fait comme. Leur pays est devenu le pays le plus horrible de l'histoire du monde. Dmitri Peskov dit que Donald Trump va faire l'histoire. Croyez-moi, ce n'est pas ce genre. De l'histoire avec laquelle vous voulez être aligné, en acceptant essentiellement avec ce que vous avez, mais dans sa propre manière inimitable de la comédie, juste pour terminer cette séance très sérieuse sur une note lumineuse. Notre ami réciproque, George Galloway et Pointris, couple numéro 12. Ah, il est incapable de rejoindre le plus gong au Place. Les Français envoient 15 soldats. Les Allemands envoient 15. Les soldats et ensuite rapidement les retirent. Les Britanniques ont envoyé un soldat. Ils ne peuvent pas rejoindre les plus gung aux Européens parce que la Grande-Bretagne est une occupée américaine. Et nous sommes occupés par des bases militaires américaines. Ils sont appelés bases de la Royal Air Force. Vous ne trouverez pas le roi saluter en eux toute ma vie. Nous avons été dit que les Russes étaient venus. Les Russes étaient sur le point d'envahir l'Europe. Et nous devions dépenser 1 milliard sur le matériel militaire. Point. Pour posséder des armes nucléaires parce que les Russes étaient venus. Et les Russes n'ont pas d'intérêt dans le sujet, quoi que ce soit. Les chevaux rirent. Ça m'a fait rire. Non, j'aime George Galloway. Il y a un sens d'humour qui est second nul. Je suis souvent intimidé quand j'ai des conversations avec lui parce que je trouve, moi, même quand il finit par parler et m'attend à dire quelque chose et à dire « Dude », je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas toucher ce que vous avez juste dit, c'est brillant, mais il a raison. Ça veut dire nous sommes dans une Alice dans le pays des merveilles. Type de situation en ce moment où nous sommes littéralement chassés le lapin vers le trou du lapin et entrés. Un monde de fantaisie d'horreur, et vous savez, où les lois de la nature ne s'appliquent plus. Peut être que c'est juste parce que je suis un boomer. Je sais pas critiquer. Vous savez, je suis fier de cela. Vous savez, 64 ans sur cette terre et je ne commercerai aucun de ces années. Pour tout en raison de l'expérience acquise de chacun d'eux. Mais vous savez, ce signifie que et l'Amérique que je connaissais comme un enfant et que je savais grandir et que je connaissais comme un jeune adulte, que l'Amérique n'existe plus. Et ce n'est pas une bonne chose. Scott Ritter, merci beaucoup, mon cher ami. Merci pour votre honnêteté intellectuelle, votre courage personnel et votre passion. Et moi aussi, je peux être intimidé par George parce qu'il est si drôle. Et aussi articulé, et aussi sans crainte, tout en même temps. Ma femme me dit sur le fond de la passion, elle a dit, vous savez, surtout après ce plus récent. La banque a dit, tente de ne pas être aussi passionné. Scotty, je ne vais pas là sur la passion entre toi et ta belle femme. Je vous remercie, mes amis. Je vous reviendrai la semaine prochaine. Ok, oui, merci. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi.
des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret, les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié, un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré, des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers